Alors, autre question de Julien, cette fois-ci. Oui, absolument. Thomas, tu n'es certes pas prophète, mais comment vois-tu la tenue des Jeux Olympiques de 2024, c'est-à-dire dans un an, sachant l'état de notre capitale et de la région parisienne globalement, et peut-être plus encore dans ce contexte, on va dire gaucho-gréviste, les poubelles pas ramassées, prolifération des rats et autres réjouissances. Quel est ton pronostic? Alors, effectivement, il y a un mythe allemand bien connu qui s'appelle celui du joueur de flûte de Hamelin. Alors, en allemand, c'est le Flötspieler, le joueur de flûte, ou on peut l'appeler aussi le Rattenfänger, le tueur de rats. Mais avec Anne Hidalgo, nous avons celle qui joue de la flûte pour attirer les rats. Donc là, elle les fait venir, mais pas pour les envoyer dans la Seine, juste pour être partout. Et donc, elle y réussit très bien. Les rongeurs sont heureux, et donc s'ils pouvaient voter, elle serait élue jusqu'en 2100. Mais ils ne peuvent pas, malheureusement. Alors là, c'est la fête de village, évidemment, parce qu'ils ont en plus un cadeau bonus, c'est la grève des éboueurs parisiens. Alors, les éboueurs publics, parce que les éboueurs privés font leur travail, puisqu'ils sont payés pour ramasser les poubelles dans un certain nombre d'arrondissements, mais dans les arrondissements emblématiques de la capitale, ce sont des agents de la municipale, comme on dit. Donc ils sont tous en grève, ils verrouillent aussi les incinérateurs, et ça commence à sentir, et ils maintiennent leur grève jusqu'au lundi prochain, donc on devrait être le 20. Voilà, donc j'ai appris aujourd'hui que Darmanin avait demandé une réquisition à la ville de Paris, donc la Hidalgo doit normalement réquisitionner les éboueurs pour qu'ils fassent leur boulot. Et bien, elle soutient les manifestants, donc ça va être compliqué. Sinon, l'État se substituera à la mairie, il peut le faire, et engagera du privé pour aller ramasser les poubelles de Paris. Et la facture ira à Mme Hidalgo. Bon, concrètement, dans cette affaire, d'abord, faut-il tolérer le droit de grève sur des choses qui concernent la santé publique, la salubrité publique? Faut-il, au contraire, considérer que comme pour l'armée et pour d'autres métiers, eh bien non, c'est quelque chose de crucial, on ne peut pas se permettre d'être en grève. Mais c'est aussi le cas pour les métiers de la santé, ils ne peuvent pas vraiment être en grève. Ils sont entre guillemets réquisitionnés de manière plus ou moins permanente. Tout à fait. Alors de toute façon, le problème c'est dans l'armée. Le problème, c'est la question du droit syndical. Oui, donc la question, c'est du droit syndical. On nous dit, oui, droit de grève en France. Je rappelle que la grève, c'était vis-à-vis du privé. On fait grève pour obtenir qu'un patron paye à juste titre les gens correctement, etc. Faire des grèves sur le public, ça veut dire qu'on fait grève contre le peuple. Voilà. Concrètement, on fait un chantage à la nation, j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire, on dit, si vous n'êtes pas d'accord avec nos revendications, on bloque le pays. Les syndicalistes en France, c'est 6% des travailleurs, donc ça ne représente rien. Et ils sont tous d'extrême gauche ou de gauche, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas rassembleurs, ils ne représentent pas l'ensemble des travailleurs français, mais ils ressemblent simplement à une coterie. Et aujourd'hui, dans les rues de Paris, ils chantaient l'international, c'est-à-dire cette chanson marxiste, responsable du communisme, et donc des millions de morts du communisme en Union soviétique, en Chine et ailleurs. Voilà, on chantait aujourd'hui l'international en 2023, eh bien, c'est se faire l'héritier du bolchevisme. Donc le bolchevisme, quand on voit Poutine le défendre plus ou moins de manière subtile, on s'indigne. Quand c'est dans les rues de Paris, on ne dit rien. Non, il faut mater le syndicalisme de gauche par un syndicalisme européen qui soit donc de substitution, qui soit au service non pas de la gauche, mais au service des citoyens et des travailleurs, et qui soit capable de peser avec une légitimité réelle face aux entreprises privées et autres, c'est-à-dire concrètement ce qui se passe en Allemagne. Quand vous avez un syndicat comme IG Metall qui représente 60% des travailleurs allemands, vous devez bien qu'il n'est pas d'extrême gauche ou de gauche. C'est un syndicat représentatif, oui, réellement. Eh bien, ça discute avec le gouvernement, ça discute avec les représentations des patrons, et il n'y a pas de grève quasiment jamais. En France, on a une anomalie, on fait la grève tous les 4 matins, on prend en otage les Français, alors que l'hyperclasse s'en moque. L'hyperclasse, elle ne prend pas le TGV, l'hyperclasse, les chauffeurs de fonction, ils ont tout ce qu'il faut. Ils n'en ont rien à faire. D'ailleurs, ces grèves sont d'autant plus inutiles qu'elles reviennent en permanence. Parce que justement, une grève, si vous en faites que très rarement, là, ça peut avoir un impact. Ça marque aussi. Ouais. Que quand ça devient que ça devient quasiment une blague, ça n'a plus aucun effet. Non, mais de toute façon, c'est le problème des syndicalistes non représentatifs. C'est-à-dire ce qu'on appelle le syndicalisme représentatif est appelé ainsi parce qu'il ne l'est pas, justement, représentatif. Donc, on est héritier de 45, 44-46, la période de la libération. Ces syndicats de gauche ont envahi toute la fonction publique, l'éducation nationale, les grandes entreprises du public de l'époque, et ils sont en monopole. Alors je ne dis pas que certains métiers ne sont pas fatigants, mais de toute façon il va falloir repenser la retraite d'une manière générale, parce que si on voulait être dans une France et une Europe sans immigration, ben, il va bien falloir travailler quand même plus. Il va bien falloir que des gens qui font certains métiers ben, les fassent plus longtemps, parce que ces métiers sont indispensables. Donc après la question n'est pas de travailler plus longtemps, la question de savoir dans quelles conditions.
En fait, il faut penser à la fin de carrière plutôt que penser à une date. Moi, je garantis que s'il y a des gens qui, par exemple, au lieu de travailler 5 jours par semaine à partir de 62 ans ou 63 ans, travaillent 3 jours par semaine, payés 5. C'est encore avantageux pour nous. Puis ils accepteraient, parce que les retraites ne sont pas terribles finalement. Donc on leur dit, voilà, vous allez être en retraite et vous ne ferez plus rien de votre vie. Combien de gens meurent à 62, 63 ans parce qu'ils ne font plus rien et qu'ils changent de rythme? Beaucoup. Donc en fait, on a voulu défendre un modèle en disant, vous allez travailler jusqu'à telle date et après vous aurez tout. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut préparer la fin de carrière, c'est-à-dire diminuer progressivement le nombre d'heures dues, le nombre de jours dus, jusqu'à une vraie retraite à 100%. C'est ce qui se passe en Islande, ils partent à 72 ans. Mais si tu pars entre 68 et 72 ans, tu travailles une journée par semaine, par exemple, tu formes les jeunes, tu fais des choses différentes, tu n'es pas obligé de faire le même métier toute sa vie, bien ça marche. Et qu'est-ce qui permettrait ça? On ne peut pas faire ça avec du chômage de masse. D'où le problème d'ailleurs du chômage des seniors qui existe et qui est important. Si vous faites appel à l'immigration, vous ne pouvez jamais faire travailler les gens plus longtemps. Donc en fait, c'est simple. Sans immigration, vous pouvez avoir un meilleur système parce qu'il n'y aura plus de chômage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a plus de chômage, vous pouvez changer de métier très facilement. Aujourd'hui, vous changez de métier, vous risquez d'être au chômage. Mais s'il y a un manque de main-d'œuvre, c'est-à-dire qu'en fait tout le monde vous veut, il y aura trop d'enseignants, il y aura trop de policiers, etc., ils pourront faire d'autres métiers. Et au lieu de se dire on fait un même métier de 40 ans ou 45 ans de sa vie, non. Quand c'est d'un certain âge, on fera d'autres choses. On formera les plus jeunes, on fera d'autres métiers. Voilà, les boueurs à 50 ans, il ne sera plus les boueurs parce qu'effectivement sa santé ne lui permettra pas de l'être. Alors peut-être qu'il fera de l'aide à la personne, il fera plutôt autre chose, d'autres métiers. Il faudra valoriser ces métiers et les favoriser. Donc cette grève, de toute façon, c'est toujours le même principe, la réforme va passer. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, ce n'est pas la question, ce n'est pas à la rue de décider ce qui est bon ou mauvais. Si les gens ne veulent pas de cette réforme, il ne fallait pas voter Macron. Macron l'avait annoncé, ils ont voté Macron, ils l'ont. Point. Ils ne sont pas contents, ils voteront autre chose la prochaine fois. Donc de toute façon, cette réforme, elle va passer, et qu'elle plaise ou qu'elle ne plaise pas. Moi, je m'en moque de toute façon, puisque pour avoir mes annuités et pour avoir le truc, il faut que je passe travailler jusqu'à 67 ans. Donc j'en ai rien à faire. Je vais raisonner comme les syndicats, les gens de gauche qui pensent qu'à eux. La réforme, je ne me concerne pas, je m'en tape. Jeux Olympiques. Ah oui. Donc Jeux Olympiques, c'est simple, toutes les villes qui ont hébergé les Jeux Olympiques ont été en faillite après. Comme la ville est déjà en faillite, ce sera la double sanction. Ouais. Ensuite, la sécurité parisienne est explosive, donc de toute façon il y aura des incidents, on va accuser les Anglais certainement, mais il y aura plein d'incidents, c'est ingérable. Donc derrière tout cela, effectivement, je pense que les courses de rats ont de l'avenir. Moi je pense qu'il faudrait des athlètes rats. En fait, on va remplacer tous les humains, on va remplacer par des rats de toute la ville. Il y aura des équipes, il y aura les rats rouges, les rats bleus, les rats jaunes, les rats verts, et on fera des Jeux Olympiques rongeurs. Paddy Pimblett est allé voir un match de foot au Stade de France. Alors Paddy Pimblett, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un combattant de MMA qui vient de Liverpool. Et il a été choqué par la violence des agressions qu'il y avait eu justement à la sortie du stade. Ou à l'entrée d'ailleurs. Ouais, à l'entrée et à la sortie. Oui, c'était dramatique. Évidemment, tout ça, ça a été mis sous le boisseau des Anglais. Puis après, quand la vérité est arrivée, elle a été étouffée médiatiquement. On sait que ce n'était pas les Anglais. Ouais. Mais bon. Donc les Jeux Olympiques, de toute façon, il fallait. Moi, je dirais que les Jeux Olympiques, déjà les Jeux Olympiques, c'est le trésor de la Grèce et de l'Europe. Donc il n'y a pas à faire des Jeux Olympiques mondiaux. Il n'y a pas à avoir d'athlètes chinois des Jeux Olympiques ou sud-américains ou africains. Ce n'est pas leur culture, ce n'est pas leur civilisation. On va réserver les Jeux Olympiques aux Européens. Parce que c'est le sens des Jeux Olympiques d'origine, dédiés à Zeus Olympien et à Héraclès, le premier athlète et héros européen. Voilà, donc rendre les Jeux Olympiques à l'Europe et rendre les Jeux Olympiques à la Grèce, c'est-à-dire au lieu de faire des Jeux Olympiques tous les 4 ans partout sur la planète, eh bien on les fera systématiquement en Grèce tous les 4 ans. Ça évitera d'avoir à reconstruire des structures, etc. Et on redonnera le caractère sacré des Jeux Olympiques dans l'équation, qui est un peu déjà le cas, mais on va aller beaucoup plus loin que ça. Et on restaurera les épreuves originelles. Il n'y a pas à faire des Jeux Olympiques du tennis, des Jeux Olympiques du foot, etc. Non. Les Jeux Olympiques, c'est le pancrace, c'est le marathon, c'est le javelot, etc. Les vrais Jeux Olympiques resteraient dans le XXIe siècle. C'était le sens finalement de ce que voulait faire le baron de Coubertin. Donc on revient au véritable olympisme. Et ensuite, on casse la mécanique du sport professionnel, parce que le sport, c'est au service de la cité. Ça ne doit pas être une profession, c'est pas fait pour être une profession. On a créé le sport professionnel à cause des droits télé et des millions et des millions et des milliards de dollars, tout ça que ça génère, y compris en football, etc. Si on veut démondialiser, ça commence par les Jeux Olympiques en Europe. La Coupe d'Europe remplace la Coupe du Monde, en football et autres, plus de Coupe du Monde, c'est le mondialisme. Plus d'ONU, etc. On fait de la démondialisation jusqu'au bout. On démondialise le sport, on redonne au sport européen toute sa grandeur,
Et on arrête de foutre des stades partout pour ne plus s'en servir derrière. Et pareil, par exemple, on pourrait très bien imaginer que le football de la Coupe d'Europe soit toujours dans le même pays, par exemple l'Italie ou l'Angleterre, parce que ça vient de là. Peut-être qu'on pourrait penser que le Royaume-Uni serait en permanence en charge de la Coupe du Monde de football, que la France sera en charge de la Coupe d'Europe de rugby, que les Jeux olympiques d'hiver iraient en Norvège ou en Suède, on pourrait les appeler les Jeux asgardiens. Les Jeux olympiques, c'est pour le sud de l'Europe, et les Jeux asgardiens, c'est pour le nord. Les uns dédiés à Zeus Olympiens, les autres dédiés à Odin Alphadir, et puis voilà, tout le monde est content. Alors j'ai une question. Pierre-Yves Rougeron pense que Erdogan fera un bon médiateur entre Zelensky et Poutine. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je pense que le pire n'est jamais certain, mais que dans le cas présent, Erdogan veut jouer ce rôle-là, oui. Il le joue, mais il joue au service, en réalité, des intérêts turcs. Et il y a une alliance Russie-Turquie qui est en train de s'établir. On a vu le soutien russe implicite à l'Azerbaïdjan, le sacrifice de l'Arménie. Donc Erdogan sera-t-il encore président dans quelques mois? On verra aux élections en mai 2023 si les Turcs lui donnent congé enfin et mettent le CHP et ses alliés au pouvoir, ou s'il reste encore pour encore 4 ans, je crois que c'est 4 ou 5 ans, je ne sais plus le mandat d'un président turc au pouvoir. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une alliance Russie-Turquie contre l'Europe aujourd'hui. Donc médiateur de quoi? Médiateur entre les Russes et les Azéris, oui, mais médiateur entre les Ukrainiens et les Russes, non. Le médiateur, il existe, ça s'appelle la Grande Europe, comme elle n'existe pas. Il faut la faire, et comme ça on pourra faire la paix entre les Russes et les Ukrainiens. Non, voilà, mais de toute façon, les souverainistes sont naturellement portés à trahir l'Europe. Puisqu'ils refusent l'Europe politique, de toute façon, ils ne peuvent que trahir l'Europe sur tous les plans. Que ce soit sur un plan politique, sur un plan religieux, sur un plan culturel, et sur un plan même de l'exogamie, concrètement, c'est-à-dire on tourne le dos à l'Europe, donc on s'ouvre à autre chose. Donc les europhobes, les souverainistes sont des traîtres à l'Europe, qui pensent être des patriotes français, une France universelle qui est une anti-France. Voilà. Le souverainisme, c'est de l'antinationalisme anti-français. Pour faire le lien entre le souverainisme et l'actualité, dans le dernier numéro de Valeurs Actuelles qui est paru la semaine dernière, ils ont établi une enquête selon laquelle Ursula von der Leyen serait la responsable de l'invasion migratoire des dernières années. Qu'est-ce que tu réponds à ça? En fait, elle n'en a pas le pouvoir, combien même le voudrait-elle. Qu'est-ce que c'est que l'immigration clandestine, par exemple? Les gens ne savent pas de quoi il s'agit. Ils voient les bateaux. Alors, ils pensent que l'immigration clandestine, c'est des gens en bateau qui traversent la Méditerranée, qui atterrissent à Malte, en Espagne, en Grèce ou en Italie. C'est une partie de cela. Et ça, c'est 5% du flux. Comment est-ce qu'il y a des clandestins en France? Je vais vous dire comment ça fonctionne. Vous êtes un pays notamment francophone, pseudo-francophone, d'Afrique noire. En fait, vous demandez un titre de séjour pour venir en France. La France vous le donne. Vous venez en France, puis quand votre titre de séjour il est épuisé, vous restez. Ça s'appelle l'immigration clandestine. 90% du flux est légal au départ et devient illégal ensuite. Donc si on ne donnait plus de titre de séjour à ces gens, ça ferait diminuer l'immigration clandestine de 90%. Quand on sait que les gens qui viennent de ces pays ne repartent pas, on leur donne pas de titre de séjour pour faire des études bidons en sociologie, en psychologie qui ne servent à rien, etc. Comme par exemple la tueuse de la pauvre petite Lola qui était venue en France sur un titre de séjour pour faire des études de cuisine. Évidemment, elle a cuisiné d'autres plats dont on se serait bien passé. Mais à l'arrivée, quand elle a raté ses études, au bout de 6 mois ça n'intéressait plus, elle est restée. L'obligation de quitter le territoire, le QTF, elle est arrivée où? Je ne sais pas, dans une panière à chat, je ne sais pas, quelque part, de toute façon j'avais appliqué. Voilà. Donc déjà, les pays qui nous envoient dans le sein, on leur donne plus de titre de séjour, c'est réglé. Sauf qu'on n'arrête pas de faire des cadeaux à l'Algérie en ce moment, le gouvernement a encore fait des accords avec l'Algérie. Voilà. Donc vous ne voulez pas de migration clandestine en France, vous ne donnez plus de titre de séjour aux pays du tiers-monde, comme ça, ils ne viendront plus. Et comme ça, ils n'ont pas à se poser la question de repartir, puisqu'ils ne sont pas là. Quant au bateau, il faudra impliquer une directive retour, c'est-à-dire la règle de base, c'est le droit d'asile est continentalisé. Ça veut dire que concrètement, on peut accueillir un Ukrainien, un Russe, etc., qui fuit son pays, qui est en danger, on peut l'accueillir. Par contre, n'avons pas à gérer les problèmes de l'asile des autres continents, des autres civilisations. L'Arabie Saoudite n'a qu'à accueillir tous les musulmans qui sont malheureux. Pourquoi ce serait nous de le faire? Et donc c'est un droit d'asile détourné. Si le droit d'asile c'est juste je fuis mon pays parce que je suis en danger, tu vas dans le pays d'à côté. Je suis ivoirien, je suis menacé, je vais au Ghana. Non, il veut venir en France. Donc on a le droit d'asile, on le supprime au niveau mondial, on crée un droit d'asile civilisationnel ou continental, comme ça il n'y a plus les bateaux qui arrivent. Comment ils font pour ne pas repartir? Ils viennent par bateau, ils posent le pied sur le sol italien, Mattei, etc. Ils disent on veut le droit d'asile. Le temps qu'on étudie le dossier, 2 ans de procédure minimum. Et quand bien même on va les débouter à l'arrivée, qu'ils ne repartiront pas.
La solution, c'est, même si vous posez le pied, vous repartez. Directive retour, en une semaine, le mec est reparti dans son pays. Point. Et donc après, il revient au village, parce que les passeurs, ça coûte de l'argent. Parce qu'il ne faut pas oublier que les gens, on dit, ouais, mais ils vont venir parce qu'ils sont pauvres. Faux. Celui qui est pauvre, il reste chez lui parce qu'il ne peut pas payer le passeur. Ah oui, mais il meurt de faim. Ben, celui qui meurt de faim, il meurt de faim. Donc il ne vient pas dans un bateau. D'ailleurs, dans les années 80-90, quand il y avait des famines effroyables en Éthiopie, en Somalie, etc., on n'est pas vu des millions d'Éthiopiens qui sont arrivés. Il y a quelques-uns qui sont arrivés en Suède, etc., mais évidemment, on n'a pas eu une vague parce qu'il y a évidemment. Donc c'est pas vrai, dire, ah oui, ils sont pauvres, ils viennent. Non, c'est ceux qui commencent à être moins pauvres qui viennent, parce qu'ils peuvent payer le passeur. Donc arrêtons de vouloir faire de l'aide au tiers-monde et compagnie. Si on enrichit l'Afrique, ils enverront plus de gens. Donc c'est l'inverse de tout ce que disent les souverainistes et les autres. Ils disent tous qu'il faut développer l'Afrique pour lutter contre l'immigration. Faux. Si vous développez l'Afrique, vous allez augmenter le flux. Donc c'est l'inverse de la réalité. Si les pays d'Afrique, entre guillemets, étaient la bouche ouverte comme ça, ils ne viendraient pas chez nous. Après, ils viennent aussi parce qu'on le permet, ils viennent aussi parce qu'on lance un appel d'air, parce qu'on fait tout pour qu'ils aient envie de venir. Si le mec il sait qu'il n'aura rien, le mec il se dit, si je paye un passeur qui me coûte cher, j'arrive, si je me fais choper, je suis expulsé tout de suite, je n'ai pas le droit de travailler, je n'ai pas le droit aux aides sociales, je n'ai pas le droit aux allocations chômage, je ne peux pas mettre mes enfants à l'école, parce que c'est payant, pour ceux qui ne sont pas citoyens, je ne peux pas, tout frais médical est à ma charge. Ben, c'est réglé, ils ne viennent pas. Il faut juste appliquer un principe d'exclusivité citoyenne. Lorsque vous êtes en Europe, vous êtes citoyen, vous payez vos impôts, et bien les aides sociales et les avantages, c'est pour vous. Donc il ne faut pas la préférence nationale de Le Gallon, c'est obsolète, surtout que la société française ne veut rien dire. Il faut l'exclusivité citoyenne européenne. Donc sans transition, Thomas, du pauvre Nigérian passons au riche Qatari, que peux-tu nous dire à propos du Qatargate et de ses implications concernant la puissance des institutions européennes vis-à-vis des États? Alors d'abord, première chose intéressante, c'est que la jeune femme députée grecque qui est mouillée dans cette affaire, elle est apparemment mouillée jusqu'au cou, en tout cas ne préjugeons pas avec la présomption d'innocence, en tout cas elle démontre que les Grecs sont bien des Européens, parce que c'est une sorte de bombe blonde, donc c'est bien la démonstration que voilà, ce qu'ils disent les Grecs ne sont pas européens, ben c'est pas vrai. Ah, voilà. Il faut des exemples quand même pour faire comprendre aux souverainistes europhobes que non, les Européens se ressemblent beaucoup plus qu'on croit. Après, évidemment, la magouille est liée à la gauche, hein, c'est la gauche qui est dans la mélasse dans cette affaire, hein, disons-le quand même. Donc, de toute façon, la corruption, elle vient de quoi? Elle vient d'abord du fait que le parlementaire européen, il se fait chier, il n'a pas grand pouvoir, il vote que des normes à la con, et donc, il est soumis à tous les lobbies autour, sur du normatif. Alors, concrètement, c'est pas compliqué, il y a toutes sortes de grandes entreprises qui ont des intérêts financiers à faire valider telle ou telle norme technique sur un médicament, sur n'importe quoi. Donc, le graissage de pâte est très tentant, très facile, puisqu'en fait, le pouvoir du parlementaire européen ne concerne que du normatif, donc du technique, de l'industriel. Si les parlementaires européens votaient sur le code civil européen, le code pénal européen, s'ils faisaient vraiment du politique, ils n'auraient pas le temps pour s'occuper des questions économiques. Ce serait laissé à des technocrates qui géraient ça et qui feraient ce qu'ils veulent, parce que vraiment l'enjeu il n'est pas là. Donc si on donnait au Parlement européen les pouvoirs du Parlement européen, la corruption elle diminuerait beaucoup. Quant à la corruption, je pense qu'à l'échelle française et dans les autres pays d'Europe, ça ne doit pas être mal non plus. C'est peut-être simplement plus prudent parce qu'ils ont eu beaucoup d'affaires de scandales dans le passé. On se souvient de la fameuse campagne Manipulité, main propre en Italie, qui a éradiqué une bonne partie de la classe politique de l'époque et qui a permis à Berlusconi et d'autres d'émerger. Voilà. Non, il faut que la maison Bruxelles et Strasbourg soient nettoyées. Mais il y a une façon de nettoyer de Strasbourg beaucoup plus efficace que d'arrêter des députés européens avec des valises de bifton. C'est de faire élire des députés du Parti des Européens à la place. Voilà. Si vous avez une majorité autour du Parti des Européens à venir au Parlement européen, il n'y aura pas d'histoire de corruption. Par contre, vous aurez un Parlement européen qui fera un peu une fronde démocratique et qui réclamera le pouvoir. Voilà. Il y a ceux qui préfèrent toucher des valises de bifton, et il y a ceux qui préfèrent donner des ordres et commander. Voilà. Chaque nature profonde des gens est ainsi. Si vous avez des convictions, de vraies convictions, en fait vous êtes incorruptible par nature. N'est corruptible que celui qui penserait. J'ai une question. On a vu qu'actuellement en Arabie Saoudite, le roi souhaite créer une ville qui s'appelle Neom, qui serait une ville archéo-futuriste, mais dans le désert. Est-ce que d'une certaine manière, la grande Europe n'est pas une espèce de Neom géant? Alors en fait, ça devrait être l'Europe qui devrait même probablement fabriquer cette chose-là, parce que je doute que les ingénieurs d'Arabie Saoudite soient capables de le faire.
donc le marché public d'Arabie Saoudite pour cette ville, à mon avis, ça va être surtout des Européens qui vont la voir et des Américains. Mais au-delà de ça, je dirais d'abord, c'est un pays complètement artificiel qu'est l'Arabie Saoudite, et puis c'est un pays qui finance le wahhabisme international, qui finance la construction de mosquées et autres dans les Balkans, etc. Bon, je dirais que c'est un pays qui est un peu tordu parce que si déjà ils arrivaient à ce que leurs femmes ne soient pas voilées et aient le droit de conduire la voiture, ça serait peut-être un problème plus important que d'aller construire une sorte de ville futuriste. Hein. Déjà, avant de vouloir faire des villes futuristes, il faut peut-être avoir un pays un peu moderne, mentalement en tout cas. Parce que si le but c'est d'avoir des mosquées qui volent dans le ciel, on s'en fout un peu. Hein. Ils veulent faire les jeux asiatiques d'hiver de c'est vu quelle année en Arabie Saoudite. Qu'ils fassent des jeux asiatiques où ils veulent, on n'est pas asiatique, tout le monde s'en fout. Mais oui, de toute façon, tous ces jeux-là, le mondialisme, il est promu par toutes sortes de vecteurs en permanence. Toutes ces journées mondiales, on parle de la journée mondiale de la femme, la journée mondiale. Vous avez une sorte de nouveau calendrier mondialiste qui remplace le calendrier traditionnel. Voilà, vous avez la journée des chats qui meurent de faim, vous avez la journée des trans, vous avez la journée de l'amitié entre les aliens et les humains, je sais pas, enfin, vous avez tout un calendrier débile, quoi. Journée de la femme, journée antiraciste, journée il y a une journée du migrant tous les 4 matins. Voilà, journée de xénomorphes, tout ce qu'on peut imaginer, quoi. Donc concrètement, ce calendrier est complètement débile, c'est un calendrier mondialiste, alors il faut fêter les grandes idoles du wokisme, hein, alors qu'en fait tous les fondateurs de notre civilisation n'avaient rien à faire de ça. On a Disney. Disney fait la promotion, peut-être un peu moins en ce moment parce qu'il perd de l'argent règne quand même toujours, du wokisme. Bon, est-ce que Walt Disney était woke? Le problème, c'est que je pense que quand il finançait, par exemple, il donnait de l'argent à la Silver Legion of America, aux groupes les plus fascistes des années 30, ou à tout ce qui luttait contre le communisme, je ne suis pas sûr qu'il était très woke. Je pense que le wokisme, c'est une forme de communisme, mais en mode, sociétal. Voilà, il y a le communisme politique qu'on a connu et économique. Maintenant, on a inventé le marxisme sociétal, c'est-à-dire l'égalitarisme tordu par des biais culturels. C'est le principe de Gramsci, hein, la révolution par la métapolitique. La nouvelle droite a fait sa métapolitique, mais il n'y a pas eu de débouché politique. Par contre, eux, ils font de la métapolitique tout le temps, et le débouché politique, c'est le pouvoir en place, tout simplement. La Macronie est woke, exactement comme l'extrême gauche qui manifeste contre lui. C'est le même modèle sociétal en réalité. Donc nous, ce qu'on veut, c'est une Europe qui soit authentique, qui soit européenne, qui ne soit pas une Europe conservatrice. On parlait de Zemmour tout à l'heure, on ne veut pas une Europe conservatrice. On veut une Europe archéofuturiste, effectivement, selon le mot de Guillaume Fay, une Europe qui soit à la fois révolutionnaire, c'est-à-dire extrêmement moderne, extrêmement développée, et en même temps qui renoue avec ses vraies valeurs civilisationnelles, avec ce qui était avant, ce qu'on nous a imposé. Donc il faut revenir à la matrice grecque, futurisme et grec. Voilà. Et 5e siècle avant Jésus-Christ, 25e siècle après Jésus-Christ. Alors, je viens de vérifier une petite chose concernant le calendrier de l'ONU. Et le 30 mars, c'est une date à retenir parce que c'est la journée internationale du zéro déchet. Alors je pense que Tu es mal barré. À Paris, on est mal barré. Alors on va pas remplir l'obligation de l'ONU. Alors le 1er mars sera désigné comme fête de l'homme européen réveillé. Voilà. Je rebondis sur ce qu'avait dit Factorius tout à l'heure, sur les jeux d'hiver asiatiques. Jeux asiatiques d'hiver en 2029 en Arabie Saoudite. Voilà. Bizarrement, on n'entend pas beaucoup les écologistes se plaindre de cet événement. Ils ne se sont pas plaints de la compétition de football 2022. Voilà, hein, ça n'a pas dérangé de faire travailler des main-d'œuvre indiennes et pakistanaises notamment dans des conditions assez difficiles pour fabriquer des stades de foot avec des pelouses en plein désert, et des stades de foot qui ne servent à rien aujourd'hui. Climatisés. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'ils deviennent ces stades de foot? Le Qatar est connu comme un club de foot au Qatar. Allez, il y en a 2, c'est le grand maximum. Donc, ça sert à quoi tous ces stades à la cour? Ils vont les démonter maintenant? Et on parle d'écologie. Faire des stades sur toute la planète, c'est vachement écologiste. Bon. Surtout dans des endroits où il n'y a même pas de tradition footballistique. On sait très bien que le Qatar voulait la Coupe du Monde parce qu'ils investissent de leur pognon dans les clubs de foot un peu partout en Europe et ailleurs, voilà, c'est tout. Mais c'est effectivement complètement ridicule, quoi, de toute façon, concrètement. Donc voilà, les jeux d'hiver, alors j'imagine qu'il y a les jeux variés aussi. Mais bon, j'essaie de faire le Rougeron, je peux rien, soyez gentil. Le Rougeron, il le fait, mais sans être drôle. Enfin, moi non plus, mais c'est malheureux. Bon. Donc, oui, on parlait du pire tout à l'heure, oui, comme je dis, le pire n'est pas certain. Et sur la question de la Turquie, ça me ressuscite quelque chose.
Est-ce qu'on donne à Rougeron un crédit en matière d'analyse géopolitique, alors qu'il déteste les Allemands, il déteste les Anglais, il déteste à peu près toute la planète? Il adore les Russes par contre. Oui, oui, il faudra regarder ses comptes en les banque. Chinois. Oui, les Chinois et les Turcs aussi. Il faudra regarder les comptes en banque. C'est quand il y a des gens qui soutiennent trop un pays, il faut aller vérifier les comptes en banque. Il m'a semblé qu'il aimait bien les Anglais pour leur capacité Ah au oui. commerce. Parce qu'ils se sont brexités. Oui, voilà. Maintenant, ils les aiment bien. Bah oui, les Anglais. Et maintenant, j'ai vu un spot de l'armée britannique, je crois que c'est la Royal Air Force. Ah oui. Il n'y avait pas un Européen sur l'affiche, que des Indiens. Donc, Et des Africains aussi. Bah oui, oui. C'est la Royal Indo-African Army. Voilà. Bah oui, alors ils auraient pu appeler plutôt la Royal Air Force, ils auraient pu appeler. Comment ils auraient pu l'appeler, tiens, de manière plus intelligente? Plutôt que Royal Air Force, je ne sais plus qu'un, Royal. Donc. Alors, Si j'en ai un, alors il aurait fallu appeler la division John Henry. Ceux qui veulent savoir ce que c'est chercheront. S'il y a un fait qui a donné raison au LPE ces dernières années, c'est justement le Brexit, parce qu'on pensait que grâce au Brexit, on allait limiter l'immigration extra-européenne, pourtant elle s'est accentuée depuis. Ah bah moi j'étais contre le Brexit, donc j'ai perdu dans le sens où je pensais que le Brexit ne passerait pas, il est passé de justesse. Mais j'avais tout de suite dit que c'était un leurre complet, un mensonge absolu. En fait, on a fait croire aux Britanniques que l'immigration qu'ils subissent depuis 1948 était due à l'Union Européenne, alors qu'ils ne sont même pas dans Schengen. C'est faux. D'ailleurs, c'est par hasard, quand on me dit l'Union Européenne est responsable de l'immigration, alors je dis mais pourquoi alors est-ce que les immigrés viennent essentiellement des anciens empires coloniaux dans les pays qui étaient les anciennes métropoles? Pourquoi le premier pays émetteur de migrants en France, c'est l'Algérie? Pourquoi c'est pas, je sais pas moi, même pas l'Indochine, mais pourquoi c'est pas qu'est-ce que je peux dire, le Mexique? Pourquoi c'est pas le Zimbabwe? Pourquoi forcément ils viennent nécessairement des anciens empires coloniaux? Ben, c'est bien que c'est les États nationaux qui les encouragent. En Angleterre, c'est ce qui s'est passé, Antillais de la Jamaïque, etc. et compagnie. Donc, la réalité, c'est que l'Union européenne n'a aucune compétence là-dedans. Donc, s'imaginer en quittant l'Union européenne que ça allait limiter l'immigration, c'est faux. Alors, ça a limité une certaine immigration. Des Polonais, des Bulgares et autres ne sont pas venus, effectivement. Et ça cause d'ailleurs de gros problèmes économiques en Angleterre aujourd'hui. La bonne immigration est partie, la mauvaise est restée, et elle a appelé encore plus de mauvaise immigration derrière. Voilà. Maintenant, le Premier ministre britannique, je pense que Churchill doit être en train de se faire des pirouettes et des roulettes dans sa tombe. Après, il était très bien à Nivelland, mais symboliquement, qu'un Indien soit à la tête de l'État britannique, il y a quand même une sorte d'inversion de toutes les valeurs. Plus le maire de Londres. Plus le maire de Londres qui est pakistanais. Je veux dire, alors qu'apparemment, dans les statistiques, l'Angleterre n'a pas tant de gens venus d'ailleurs que ça. Mais en tout cas, il y a une valorisation, une survalorisation de ces profils, y compris chez les conservateurs. Il faut bien distinguer une chose, il faut bien distinguer la valeur humaine des gens, ça c'est très important. Les gens, en tant que tels, ont une valeur humaine qui est parfaitement respectable. Donc, il ne s'agit pas de juger la valeur des gens, la valeur humaine. C'est de juger simplement, c'est que, est-ce qu'on veut que l'Europe soit européenne ou pas? Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Narendra Modi, Premier ministre indien. Voilà. Moi, des gens de valeur indiens, je les préfère en Inde, en train de diriger leur pays et d'amener leur pays à s'améliorer. Je ne comprends pas pourquoi on voudrait nécessairement voler les élites des autres et les mettre en exergue au détriment de nos propres élites. Ça n'a pas de sens. On voit bien que la question migratoire, c'est un double racisme. L'immigration, c'est un racisme envers les pays émetteurs et c'est un racisme envers la population indigène des pays récepteurs. Double racisme. Et ces gens qui nous expliquent que le racisme, c'est de s'opposer à ça. Non. Refuser l'immigration, c'est le véritable antiracisme. Oui, donc Charles du Val-de-Marne, bonjour. Oui. J'avais une question par rapport à la Russie. Je voulais savoir, souvent, depuis longtemps, le LPE prenait une intégration de la Russie dans l'Europe, dont elle fait partie, naturellement. Mais bien sûr, depuis février 2020, ce discours est beaucoup plus dur à entendre, je pense, pour tout le monde. Donc je voulais savoir, comment le LPE voit les choses pour l'avenir, un possible départ de Poutine. Alors, février 2022, effectivement, moi je pensais quand même, comme beaucoup de gens, que la Russie n'attaquerait pas. Parce que je ne voyais pas son intérêt à le faire. Mais on oublie que l'irrationalité en politique, ça existe. Elle est la cause de bien des guerres, comme 14-18 par exemple et d'autres. Il y a une part d'irrationalité. On a trop tendance à imaginer que nos dirigeants, tous confondus, seraient rationnels, cohérents, etc. Alors qu'on voit bien qu'ils sont mauvais. S'ils sont mauvais, ils ne sont pas rationnels non plus. Sinon ils seraient rationnellement bons. Voilà. Donc, Poutine est comme les autres. On pensait que Poutine était différent.
des Macron et des choses. Non, il est comme eux. Voilà. C'est ça la leçon qu'on a prise, c'est que la Russie est aussi en danger que nous, pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que leurs élites les trahissent. Et là, il y a des jeunes Russes qui vont se faire tuer, qui vont tuer des jeunes Ukrainiens, pour un caprice gouvernemental, parce qu'il y a les méchants Américains qui sont aux portes. Mais ce n'est pas les méchants Américains qui sont responsables des goulags, ce n'est pas les méchants Américains qui sont responsables de Lénine, de Staline et compagnie. Donc le problème d'aujourd'hui, c'est que la Russie est victime de son passé soviétique. Elle aurait dû tirer les tables rases de ça, elle aurait dû faire le procès de cette idéologie qui a tué plus de Russes que qui que ce soit d'autre. Et non, ils n'ont pas fait leur jugement. Si l'Union soviétique a gagné la Seconde Guerre mondiale, c'est pas parce que les Russes ont été meilleurs que les Allemands, c'est parce que les Allemands ont été cons, et moins bons que les Russes, dans le sens où c'était simple. Qu'est-ce que l'Allemagne aurait dû faire en 1941 ? Dire aux Russes, on vient vous libérer, du bolchevisme, on donne la terre aux paysans russes. C'est pas compliqué, en 1943, Staline est éliminé et la Russie fait partie du Nord uni. Mais si les Allemands avaient été intelligents, ils auraient compris cela, ils n'étaient pas intelligents, ils étaient nationalistes allemands, ils n'étaient pas nationalistes européens. Donc lorsqu'on nous dit, oui, vous voulez faire l'Europe unie comme les nazis, oui, non, les nazis ne voulaient pas faire l'Europe unie, ils voulaient faire l'Europe allemande. Soumettre les Européens, voire éliminer certains Européens, polonais, slaves et autres, en faveur d'un Ehrenrasse, d'un peuple de seigneurs dominant les autres Européens. La France de Paris une sorte de lupanar pour les soldats allemands qui s'ennuyaient, et le reste de la France était ramené à un pays agricole. Voilà. C'est ce que l'Allemagne prévoyait pour la France. Pour la Russie, des colons allemands installés, et les Russes et les Slaves exterminés ou traités comme des sous-hommes, sans éducation, quasiment comme l'esclavage à l'époque spartiate. Voilà, comme des idiotes, etc. Donc évidemment, les peuples se sont défendus. Et l'Allemagne a perdu, légitimement, parce que leur victoire, selon les concepts qui étaient les leurs, aurait été monstrueuse. Mais si les Allemands avaient été intelligents, si Napoléon avait été intelligent, si les autres avaient été intelligents, l'Europe aurait été faite. Mais l'Europe ne peut être faite que par isonomie, c'est-à-dire par respect égal de tous les peuples européens et de tous les Européens. Vouloir hiérarchiser les Européens entre eux, ce qu'a fait le nazisme au plus haut point, c'est catastrophique. Et donc, en réalité, les nationalistes français qui sont anti-européens hiérarchisent les nationalités d'Europe. Ils considèrent que les Français sont supérieurs aux autres, d'une certaine manière, puisqu'ils s'intéresseraient à eux. Moi non, je considère que nous avons un devoir d'aider tous les Européens, y compris les Grecs face aux Turcs, y compris l'Arménie face à l'Azerbaïdjan, y compris les Ukrainiens et les Russes face à un régime oppresseur que malheureusement le régime russe actuel est en train de devenir. Voilà, je pense que la réalité d'aujourd'hui elle est simple, c'est que Vladimir Poutine ne sait pas comment quitter le pouvoir sans se faire éliminer, donc il reste au pouvoir. Et pour rester au pouvoir, il faut que les gens suivent, et donc pour les faire suivre, la guerre c'est idéal. Parce que tant qu'on est en situation de guerre, les libertés publiques, on peut les faire taire, le droit de manifester, on peut le faire taire. Ah non, on est en guerre, donc vous n'avez pas le droit. C'est un acte antipatriotique que de contester les décisions prises. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait le totalitarisme. La guerre est très pratique pour ça. Alors, est-ce que la Russie peut gagner ? Non. Est-ce que la Russie peut perdre ? Non. C'est bien le problème. Donc, en fait, il faut donner aux Russes une autre possibilité. Il faut offrir aux Russes une alternative à ce qu'ils ont aujourd'hui. Il y a une seule alternative possible, c'est effectivement la Grande Europe. C'est la perspective d'une adhésion de la Russie à une Europe intégrée sur des bases identitaires saines, sans wokisme, sans mariage pour tous et sans immigration extra-européenne. Voilà. Ce qu'il faut dire aux Russes, voilà, votre avenir c'est avec nous. Et vous serez gagnants. Et si on offre une perspective aux Russes autre que le poutiniste, il y a 10 000 fois mieux que le poutiniste qu'ils pouvaient avoir, et en fait ça ne coûtera pas beaucoup, pas très cher à ça, on sauve la situation. Donc il faut faire l'Europe sans les Russes, pour que les Russes fassent partie de l'Europe à terme. Il faut leur montrer qu'ils ont intérêt à nous rejoindre, les Suisses et les autres aussi. En fait, on dit, oui, les Suisses ne rejoindront jamais l'Union européenne. L'Union européenne actuelle, non. Les Suisses n'ont pas de raison de rejoindre l'Union européenne actuelle. Qu'est-ce qu'elle va leur apporter de plus ? Rien, au contraire. Donc, ils ne viendront pas. Si nous réussissons, en fait, ils seront extrêmement demandeurs. En fait, qu'on dira aux Suisses et aux autres, on dira, l'Europe unie, elle est faite sans vous. Les principes qu'on met en place sont en train de sauver la situation européenne, sauver l'identité des pays qui sont concernés. Vous voulez que la Suisse voit son identité suisse restaurée, vous adhérez, vous rejoignez la Grande Europe. L'État suisse disparaît, mais le peuple suisse survit, et son identité est restaurée. En fait, l'erreur de tous les souverainistes, quand ils attaquent les partis européens, ils disent, vous voulez détruire les nations. Non, vous voulez détruire les États, pour faire un seul État européen. Les nations, en tant qu'identité, non seulement ne sont pas détruites, mais elles sont même renforcées, sont restaurées. Parce que je suis désolé, mais l'État français défend-il l'identité française aujourd'hui ? Non. L'État européen, demain, se substitue à l'État français, fera le travail que l'État français n'a pas fait, et fera le travail que l'État français a même saboté. Parce que l'identité française a été détruite d'abord avant tout par l'État français.